Ah, je peux vous dire que quand j'ai reçu cet ordinateur, j'étais fébrile. Avoir un mini PC aussi puissant entre les mains, c'est un véritable bonheur. Là, je l'ai testé et je me suis bien marré. J'ai essayé de vous faire une vidéo qui vous explique un maximum de choses. Bienvenue sur AliExpress pour le test du Chewy RZ Box équipé d'un processeur Ryzen 9 4900H. Allez, commençons par sa structure. Sous son châssis en aluminium se cache un ordinateur 10 fois plus petit qu'une tour d'ordinateur classique avec seulement 6 cm de hauteur, 18 cm de profondeur, 17 cm de côté. Regardez par rapport à la taille de ma main. Mais la vraie folie de cet ordinateur, c'est que le processeur Ryzen 9 qui se trouve à l'intérieur éradique littéralement toute la concurrence, que ce soit Apple ou Intel en multicœur. Allez, on continue la présentation sur la partie visible. Ici, vous avez bien sûr le bouton d'allumage, la sortie casque en jack, l'entrée micro de l'USB-C 2.0 et de l'USB 2.0 ici. À l'arrière, entrée électrique fonctionne sur du 220 volts français. Ici, vous avez bien sûr le DisplayPort, de l'HDMI 2.0. Vous allez pouvoir utiliser deux écrans avec cet ordinateur. Du VGA à l'ancienne, ça arrive encore de le trouver. Ici, deux ports RJ45 gigabits, de USB 3.0 et de l'USB 2 au milieu. Mon petit regret au niveau des ports, c'est que la marque se soit contentée de nous mettre un port USB-C 2.0, là où un Thunderbolt 3 aurait été plus indiqué et aurait offert plus de latitude. Pour illustrer la partie hardware, comprenez la partie composants informatiques, je vous montre une partie de l'ordinateur, une partie de l'intérieur. Vous reconnaissez ici les deux barrettes de RAM, 2 x 8 Go, donc 16 Go au total, de la DDR4 3200, et ici le SSD NVMe de 512 Go qu'on étudiera ensemble avec un autre slot disponible, un autre port M2, pour mettre un deuxième SSD à ce niveau-là. Et quand vous allez voir les performances du SSD signé Kingston à l'intérieur, vous vous apercevrez que Chewy ne s'est vraiment pas moqué de nous. Ils ne se sont pas moqués de nous non plus sur le reste du hardware, puisqu'on a le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.2 à l'intérieur. Il dispose d'un iGPU, c'est-à-dire une carte graphique intégrée à l'intérieur du processeur, signée AMD évidemment, la Vega 8. Et pour couronner le tout, vous avez bien sûr Windows 10 à l'intérieur avec une véritable licence et la possibilité de monter de version vers Windows 11. Ça tombe bien, c'est exactement ce que j'ai fait et que je vais vous montrer tout de suite. Avant de vous présenter l'installation, on va faire un premier petit test ensemble. On va se tester la vitesse de démarrage de l'ordinateur. Donc là, j'ai mis le chrono directement sur ma caméra. Vous allez voir en combien de temps il s'allume. Le SSD Kingston à l'intérieur est une véritable petite balle. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi rapide. Je m'attendais pas à ce qu'ils nous mettent un SSD d'aussi bonne qualité dans un ordinateur qui est franchement, on va dire, relativement peu cher. L'ordinateur s'allume en 10 à 15 secondes maximum. En n'oubliant pas que je suis plus sous Windows 10, je suis sous Windows 11 comme vous pouvez le voir ici, activé. Et je n'ai rentré absolument aucun compte, aucune licence personnelle. Mon installation est simple mais consomme de la ressource. J'ai branché mon écran d'ordinateur Samsung G5, écran qui affiche de la 2K, directement sur le DisplayPort à l'arrière de l'ordinateur. J'ai branché ma souris Razer, mon clavier et c'est tout. Une des composantes qui permet à cet ordinateur de se démarrer comme une balle, d'ouvrir les applications comme une balle, c'est ça, le SSD de 56 Go, de 512 Go pardon, qui est présent à l'intérieur, dont vous allez voir les caractéristiques techniques s'afficher ici. Regardez, je vous ai mis ici en gros les résultats du test que j'ai effectué hier. Le SSD monte quand même à 2500 mégabits par seconde. C'est clair que cette information ne parlera pas à tout le monde. Un SSD entrée de gamme, ça monte à 512 mégabits par seconde. On est donc 4 fois plus rapide ici. Un SSD très haut de gamme que vous allez acheter dédié par exemple à un Samsung 980 Evo, lui va plutôt flirter en Gen 4 avec du 6000 mégabits par seconde. On est donc ici sur un produit qui est quand même assez rapide. Pour le comparer à un disque dur à l'ancienne, qui peut toujours être utile pour sauvegarder les données de manière plus pérenne, les disques durs à l'ancienne, ici, vont afficher du 80 à 100 mégabits par seconde. Comment ça se traduit? Quel est l'intérêt? Ça veut tout simplement dire que les applications vont s'ouvrir comme des balles. Alors, en combinaison avec la RAM, on va aller faire un petit tour, voilà, sur AliExpress. Je crois pas être encore allé sur YouTube avec cet ordinateur-là, juste pour vous montrer les vitesses de chargement. Alors, j'ai la fibre derrière aussi, mais il y a les vitesses de chargement de l'ordinateur en lui-même qui sont plutôt intéressantes à regarder. Je vais lancer cette petite vidéo, vous allez voir à quelle vitesse ça se connecte. La pub s'est affichée quasiment immédiatement. Et ça va être intéressant de voir aussi la consommation processeur. Alors au repos évidemment, mais en consommation, en lecture de vidéo. Vous avez ici le petit diagramme de performance. Vous voyez qu'en lecture de vidéo, ça consomme absolument rien. Là, je suis sur une vidéo en 720p. Je vais monter en 1080p juste pour le plaisir de voir le petit diagramme ici. Encore une fois, ça consomme rien du tout. On est à 8% d'utilisation processeur, 4-8%. Je vais monter en 4K, ça va être aussi intéressant. Hop, je vais me mettre un petit peu plus loin dans la vidéo pour m'assurer d'être véritablement en 4K. Ok, nickel. Je vais remettre le petit diagramme à ce niveau-là. En 4K, le processeur est consommé à hauteur de 4 à 6%
2%, c'est totalement négligeable, c'est dérisoire. Pour de la 8K, les choses sont par contre assez différentes puisque l'utilisation du processeur flirte avec les 90% cette fois-ci. Mis à part pour la 8K, que de toute façon personne n'utilise mais qui nécessite encore des optimisations de la part d'AMD par rapport notamment à Intel dans sa gestion de ce flux-là, l'ordinateur gère tous les flux vidéo sans aucun problème. Vous allez pouvoir regarder du Netflix, vous allez pouvoir regarder des vidéos en MKV, vous allez pouvoir regarder n'importe quel type de format jusqu'à la 4K sans aucun problème, sans faire transpirer l'ordinateur. On va rester sur le chapitre de la vidéo parce qu'il y a pas mal de choses à en dire, mais faire une petite digression par le Wi-Fi et faire un test. Donc je suis connecté ici en Wi-Fi 6, bien sûr encodé en type de sécurité WPA3 sur la bande 5 GHz, et on va faire un test de vitesse de transfert. Bienvenue sur mon NAS Asus Store, je vais faire un transfert de fichiers pour voir la vitesse de transfert, pour voir la vitesse en mégaoctets et vous donner l'équivalent en gigabits. Donc j'ai un port gigabit sur mon NAS, j'ai un port gigabit sur mon routeur qui envoie les données en Wi-Fi 6 directement à l'ordinateur, permettant un taux de transfert normalement maximal de 110-115 mégaoctets par seconde. Je suis à 107 mégaoctets par seconde. L'ordinateur n'est pas exactement à côté du routeur. Pour moi, c'est parfait. Ce test sert à vérifier que le Wi-Fi n'a pas été oublié à l'intérieur de l'ordinateur. C'est bien sympa d'avoir mis une carte Wi-Fi 6, une carte AX200, mais encore faut-il que les antennes soient bien en mesure de capter mon routeur qui se trouve derrière la caméra, et là c'est le cas. Une des particularités de cet ordinateur, c'est que vous allez pouvoir faire du montage vidéo avec lui, du montage vidéo en 4K, et montage vidéo, ça consomme énormément de ressources. C'est pour ça que moi, je vais choisir un ordinateur ultra puissant, parce que sinon, je vais mettre des plombes à faire les vidéos aujourd'hui que je produis sur YouTube. Et vous allez pouvoir encoder de manière assez rapide en H264, H265, les formats étant parfaitement gérés en encodage, décodage bien sûr par la machine. Vous avez ici l'utilisation du processeur, là je suis en train d'encoder en H265, utilisé à hauteur de 50%, et le GPU, donc le processeur graphique, utilisé à hauteur de 10-11%. Une des différences notables entre un mini PC et un ordinateur fixe, c'est la présence d'une carte graphique dédiée à l'intérieur d'un ordinateur fixe. Là, on va se contenter de l'IGPU, c'est-à-dire de la carte graphique intégrée à l'intérieur du processeur. Dans un mini PC, on n'a pas les mêmes ressources de puissance évidemment. Je vais essayer de vous l'illustrer au travers des jeux vidéo. L'IGPU Vega 8 qu'il y a à l'intérieur de cet ordinateur est déjà nettement plus puissant que ce qu'on va trouver dans la plupart des puces Intel, en tout cas de génération équivalente, et vous permettra de jouer à certains jeux. Crash Bandicoot qui vient de sortir est globalement jouable, alors quelques FPS sont manquantes, mais j'ai laissé la résolution 2K. J'ai branché ma manette, que vous pouvez voir juste ici à l'ordinateur, ça s'est appairé immédiatement, j'ai eu aucun problème à ce niveau-là. Donc là je pense que je passerai peut-être plus en Full HD pour jouer à ce jeu. Mais sinon, pour l'instant, en tout cas, ça a l'air globalement relativement jouable. C'est pas un ordinateur de jeux vidéo à la base, hein, c'est pas vraiment son fond de commerce. Mais si vous voulez, vous allez quand même pouvoir jouer à quelques jeux. Je vais essayer de vous en montrer certains. Ah ouais, là, ça se voit tout de suite, ça change tout. Je me suis mis en Full HD, donc exit la 2K, ce qui est pas bien grave, hein, on peut jouer en Full HD sans aucun problème. J'ai laissé tout en graphisme élevé, et regardez comment ça fonctionne, c'est nickel, sans aucun problème. Il y a largement suffisamment d'images par seconde pour pouvoir jouer de manière fluide. Alors vous n'allez pas forcément vouloir faire du Crash Bandicoot, vous ne pourrez pas jouer à tous les jeux vidéo. On va se faire un petit Counter-Strike Go pour le plaisir. Même si c'est un peu optimiste pour Counter-Strike, alors je vais laisser le Full HD, ça c'est bien normal, mais je vais mettre la qualité vidéo en élevé, la qualité graphique en élevé, et on va voir ce que ça donne. Je vais me lancer, ouais, allez, un petit deathmatch rapido sur Dust, tant qu'à faire. Bon allez, pour le coup, je vais pas vous faire une véritable démo du jeu, c'est pas du tout l'objectif, bien que j'adore y jouer. Là, c'est juste, avec cette arme-là, de toute façon, je vais pas aller loin. Là, l'objectif pour moi, c'est juste de vous montrer la fluidité des images, et effectivement, c'est jouable, hein, c'est tout à fait jouable. Faudrait redescendre légèrement, sensiblement les paramètres à moyen, pour avoir un petit peu plus d'images par seconde, mais c'est très correct. Pour un ordinateur qui n'a pas de carte graphique dédiée, franchement, bravo. Moi, je suis assez bluffé, assez étonné. Il y a largement assez d'images par seconde pour jouer un petit Counter-Strike. Alors bien sûr, il y aura des limites sur d'autres jeux, mais là, c'est vraiment cool. Ah, je sais que le jeu titille certains d'entre vous, donc on va se faire un petit Apex. Alors je vais regarder ce que je fais en matière de paramètres graphiques, l'anti-aliasing, l'anti-crénelage, tout ça, je vais l'enlever parce que ça consomme trop de ressources, mais le reste je vais le laisser quand même en relativement élevé juste pour le plaisir, bien sûr me mettre en Full HD. Allez, me voilà au sol, je vous montre quelques secondes du jeu, encore une fois, hein, le but c'est pas du tout de vous faire une démo, il y a quand même suffisamment d'images par seconde pour pouvoir y jouer. Encore une fois, comme pour Counter-Strike, je redescendrai peut-être en niveau graphique moyen pour gratter quelques images supplémentaires, mais c'est pas mal du tout. Alors dites-vous à la caméra, si ça saccade, ma caméra, elle filme en 30 images par seconde, donc elle a ses propres limites aussi, puisque là je réalise la vidéo en 4K, mais le jeu est de l'ordre du jouable. Mais ça va être la limite. Les jeux les plus gourmands, les jeux les plus récents, eux ne tourneront pas. On va se faire un point dans une seconde à ce sujet-là.
Non, franchement, c'est bien. Putain, franchement, je suis désolé pour le putain, mais je suis assez étonné en fait. Je m'attendais pas à ce qu'un Vega 8 puisse faire tourner les jeux de cette manière-là. Je m'attendais pas vraiment à pouvoir faire tourner ces jeux vidéo-là et c'est très bon signe, même si c'est pas les jeux les plus gourmands, même si c'est pas les jeux les plus récents, ça reste des jeux qui sont très populaires, comme par exemple Fortnite. Vous allez pouvoir jouer à Fortnite sur cet ordinateur-là, bien sûr en restant modéré en matière de qualité graphique, en jouant en Full HD. Normalement, vous devriez pouvoir exploiter pleinement les capacités de l'ordinateur. Il risque de transpirer un petit peu de temps en temps. Ce que vous n'allez pas pouvoir faire, c'est pouvoir faire par exemple du Forza 5 qui vient de sortir, du Metro Exodus, du Red Dead Redemption 2. Tout ça, faut oublier, c'est des jeux qui consomment énormément de ressources, pour lesquels il faut des cartes graphiques dédiées vraiment costauds, commençant à RTX, je dirais 3060 pour être gentil, et encore si vous voulez jouer en 2K, il vous faudra plutôt vous orienter vers une 3070 minimum, qui sont des cartes graphiques qui à elles seules coûtent infiniment plus cher que l'ensemble de l'ordinateur que vous avez ici. C'est pour vous faire relativiser un petit peu la chose. L'ordinateur est vraiment génial. On n'a pas évoqué le sujet encore ensemble, mais bien sûr, vous allez pouvoir faire de la bureautique avec cet ordinateur. L'intégralité de la suite Office tourne sans aucun problème pour cet ordinateur-là, mais c'est un jeu d'enfant. Vous allez pouvoir utiliser des classeurs Excel monstrueux avec 16 Go de RAM à l'intérieur et un tel processeur, c'est capable d'absorber mais des dizaines de milliers de lignes sans aucun souci. Donc il n'y a pas de limite en matière de bureautique, il n'y a pas de limite en matière d'application du Netflix, tout ça, ça passera sans problème. Concernant la partie température, l'ordinateur monte en chauffe évidemment en fonction de ce que vous allez faire. Là, j'ai lancé Apex en toile de fond. Je suis à 74 degrés, j'ai quand même une pointe à 96 degrés ici. Lorsque l'ordinateur est globalement au repos, je suis plutôt autour de 45 degrés. Ça, c'est pour la partie CPU. Pour la partie processeur graphique, il est bien maîtrisé. Je suis autour d'une soixantaine de degrés, 63, 58 au minimum. La pointe à 96 degrés est purement ponctuelle. Si jamais vous allumez un jeu vidéo qui consomme aujourd'hui le plus de ressources pour l'ordinateur, vous allez être en dessous de 80 degrés. Je pense que la structure en aluminium joue beaucoup à la dissipation thermique. Le ventilateur est peu bruyant. Lorsque vous êtes en environnement bureautique, en environnement vidéo, vous ne l'entendrez même pas. Lorsque vous commencez à jouer aux jeux vidéo, évidemment, le ventilateur va être plus sollicité, mais le bruit reste soft, reste mat. C'est pas un bruit désagréable. Le tout, l'ensemble est vraiment bien conçu, bien maîtrisé. Pour les plus geeks d'entre vous, voilà le score que j'ai obtenu sous PC Mark X. 5500 points, c'est un excellent score. C'est un monstre cet ordinateur, un monstre de polyvalence, un monstre d'efficacité dans quasiment tous les domaines. Il ne souffre que de très peu de limites. Sa seule limite, c'est de ne pas avoir de carte graphique dédiée à l'intérieur qui vous permettrait de jouer au tout dernier jeu vidéo en qualité graphique maximum. Mais il permet quand même d'absorber des jeux vidéo, alors pas forcément extrêmement récents, mais à minima relativement populaires. J'avoue, il est génial. Franchement, j'ai pas été déçu. Non seulement je suis pas déçu, mais je l'adore. Et ce qui m'emballe dans cet ordinateur, c'est qu'il peut tout faire à moindre coût. Il peut gérer déjà Windows 11. C'est pas tous les ordinateurs qui gèrent Windows 11 à l'heure actuelle, puisqu'il y a pas mal de polémiques. Windows a inclus des conditions aujourd'hui pour pouvoir installer Windows 11 sur cet ordinateur-là. Moi, je l'ai fait de manière tranquille. Je suis allé sur le site de Windows, j'ai mis télécharger, et ça s'est passé véritablement comme une fleur. Il gère absolument toutes les applications bureautiques que vous allez pouvoir lui mettre dessus, que ce soit, alors du web, pour lui, c'est les doigts dans le nez, bien sûr. La suite Office, c'est les doigts dans le nez. Des applications plus gourmandes, comme par exemple Photoshop, GIMP, qui vont vous permettre de faire de la retouche d'image. Des applications qui vont pouvoir vous faire du montage vidéo. C'est un ordinateur véritablement à tout faire, avec une puissance à la clé qui est absolument phénoménale. Ce que j'apprécie aussi fortement, c'est que la marque ne s'est pas contentée de mettre un bon processeur à l'intérieur de cet ordinateur. Ils ont mis une pièce pour moi très importante, le SSD, le NVMe. Ils n'ont pas lésiné dessus, ils nous en ont mis un qui dépasse les 2000 mégabits par seconde, là où ils auraient pu mettre de l'entrée de gamme à 500 mégabits. Franchement, j'apprécie. Ce que j'aurais vraiment apprécié, c'est qu'ils nous mettent du Thunderbolt 3 sur la partie USB-C pour pouvoir avoir des taux de transfert plus élevés, pour pouvoir brancher par exemple un écran directement dessus, pour pouvoir brancher un hub USB, on va dire qui ferait papa-maman avec tout un tas d'environnements, tout un tas de connectiques et éventuellement, pourquoi pas rajouter un petit slot pour mettre une carte SD, ça aurait été cool. Mais c'est vraiment les seules choses que j'ai à lui reprocher. Pour le reste, il est super bien conçu, la dissipation thermique est vraiment bonne, il n'y a pas de bruit en utilisation cet ordinateur au quotidien en bureautique, le ventilateur n'émet quasiment aucun bruit, il est super bien réglé, le bruit vous allez l'entendre uniquement lorsque vous faites du jeu vidéo, ce qui est normal. Le PC gère sans aucun problème mon écran 2K d'ordinateur de chez Samsung ici, il gère aussi en 4K ma TV Hisense sans aucun souci, vous allez pouvoir l'interfacer avec tout type de périphérique. Franchement,
franchement, il est top. En matière de polyvalence, j'ai du mal à aller voir quel pourrait être son défaut. Je vous le recommande chaudement, c'est le meilleur mini PC que j'ai pu tester jusqu'ici, le meilleur rapport qualité-prix que j'ai vu à l'heure actuelle sur le marché. Il est presque aussi performant que des Apple M1, que des ordinateurs mini PC de chez Apple. Il est presque aussi performant que les NUC dernière génération, les NUC 11. Franchement, il est au top. Et il est plus performant en multicœur. Les Ryzen 9, c'est des tueries intergalactiques. Bref, j'ai des étoiles dans les yeux en parlant de cet ordinateur. Je pense que ça se voit, ça se comprend aussi. J'adore, tout simplement. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimé. Je vous ai mis le lien pour voir le prix directement dans la description. C'est franchement très raisonnable par rapport à la concurrence. Ça vaut au moins le coup d'aller jeter un petit coup d'œil. Pensez à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. À me dire d'ailleurs si vous avez aimé ce test dans les commentaires. Vous pouvez me poser des questions et me dire si vous voulez que je vous refasse d'autres tests de mini PC. Pensez à cliquer sur la cloche qui vous permet d'être alerté lorsque je lance une nouvelle vidéo. Et moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AviExpress. Ah oui, et très belle fête de fin d'année à tous. Salut!